Mais en tout cas, bien connaître son cerveau, c'est quand même un outil extraordinaire. Donc moi, j'étais, comme tu l'as dit, une extrême timide, à tel point que aller chercher ma baguette à la boulangerie, il me fallait une préparation mentale. Ah, c'est dingue. Je le dis dans le livre, on est à 95% inconscient. Dans notre inconscient, il y a énormément de ressources, il y a énormément de réponses de pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Les études scientifiques montrent que la visualisation négative est plus puissante que la positive. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'on n'est pas obligé de souffrir. On a été blessé, on a des douleurs, mais on n'est pas obligé de vivre et de subir ça tout au long de nos vies. Bonjour Biliana. Bonjour Alem. Bienvenue sur Revealing. Très heureuse d'être là avec toi. toi. Je suis contente de te recevoir. Comme vous savez, à partir de maintenant, la nouveauté sur la chaîne, on a eu Sandrine Diouf, c'est d'accueillir une femme consciente qui a su concilier ses ambitions et l'amour, pour le coup, pour Biliana. Et Biliana, au-delà de sa vie inspirante, est l'auteur de Neuroexcellence, est docteur en sciences et a fait étudier son cerveau, a fait plus de 100 études cliniques sur son cerveau. Et ça, c'est le truc de dingue. Je te rassure, il marche encore. Et du coup, je suis tellement heureuse de te recevoir parce que c'est vrai qu'on parle des 3 centres d'intelligence qui sont la tête, le cœur, les tripes. Le cerveau a la suprématie aujourd'hui, en tout cas dans notre monde aujourd'hui, même si on a trouvé des neurones dans le cœur ou aussi dans les tripes. Mais en tout cas, bien connaître son cerveau, c'est quand même un outil extraordinaire. Et les neurosciences font partie aussi, sont une grande partie de mes recherches et de mes réflexions et dans mes accompagnements. Et là, on a une experte avec nous. Alors, Biliana, qu'est-ce qui t'a donné envie de te soumettre à ces études cliniques? Alors, tu l'as bien dit, connaître son cerveau, c'est très important. Donc moi, ce qui m'a poussée à étudier le cerveau, c'est la sensation de ne pas connaître rien de mon cerveau. Tu vois, j'étais vraiment pendant plusieurs années de ma vie. Si je dois être plus précise, c'était environ 30 ans de ma vie. Je passais mon temps à étudier le monde. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai un doctorat en immunologie. Mais je n'avais pas du tout passé du temps à me connaître moi et à connaître les gens autour de moi. Et donc, à partir d'un certain moment, ça devenait un problème. Je commençais à sentir que déjà, moi, je n'arrive pas à trouver ma place. Tout ce que je faisais commençait à ne plus avoir du sens, malgré la réussite factuelle. J'étais à l'Institut Pasteur, j'étais entourée des meilleurs chercheurs du monde. J'étais sur des questions très, très profondes de la compréhension des maladies comme le VIH, les cancers. Mais à l'intérieur de moi, c'était un gros vide. Et en plus de ça, connecter avec les gens, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est trop complexe. Je ne sais pas comment on fait. C'est vrai que tu es une ancienne grande timide. Une énorme timide. Et aujourd'hui, conférencière internationale. Accrochez-vous bien, hein, vous allez apprendre plein de tips et de choses aujourd'hui. J'espère qu'on pourra aider d'autres personnes qui sont comme ça, coincées. J'étais vraiment coincée dans ma tête. C'est très... L'existence est très limitée quand on n'est que dans des concepts de la pensée, surtout que ce sont des concepts qu'on hérite de la famille ou de l'éducation, qui, à mon avis, aujourd'hui, il faut les travailler, ces 2 éléments qui sont nos éléments de fondation. Donc moi, j'étais, comme tu l'as dit, une extrême timide, à tel point qu'aller chercher ma baguette à la boulangerie, il me fallait une préparation mentale. Ah, c'est dingue. C'était vraiment incroyable. Je devais rester plusieurs minutes devant la porte. Je répétais la phrase qui mais c'est simple. C'était une tragédie. Aujourd'hui, je rigole de ça parce que je suis sortie de là. Mais tu sais, à chaque fois, quand je raconte l'histoire, que j'étais là devant la porte et je me répète dans ma tête, une baguette s'il vous plaît, une baguette s'il vous plaît. Je rentre dedans, je sors la phrase. Et à partir du moment où la personne vient me voir avec la baguette en me disant « et avec ceci », et là, je bug parce que j'ai pas la suite du script. Moi, j'ai préparé que le début. C'était horrible. Et à chaque fois que je raconte l'histoire, dans mes conférences, il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent « je suis pareil, j'étais pareil avec la baguette ». Donc voilà, ça montre qu'il y a plein de choses à comprendre à l'intérieur de nous. Moi, je suis bien contente d'avoir fait toute cette exploration qui, chez moi, était drivée par une profonde douleur. C'était très difficile de vivre une vie comme ça. Et j'espère aujourd'hui qu'on va inspirer des gens qu'il y a plein de portes à ouvrir à l'intérieur de nous.
il ne faut pas se limiter, il faut être curieux. Il faut être vraiment curieux dans notre cheminement. Et on va aller explorer ça. Et c'est aussi au cœur de cette chaîne entre science et foi, où justement, connaître son vrai potentiel tout en reliant le manifesté, le non manifesté, quelque part, ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, là, on va faire appel aux pensées. Tu vois, c'est comme une boîte, on ne sait pas finalement ce qui se passe. Et toi, tu vas faire mesurer tout ça. Tu vas te soumettre à des études et c'est ce qui va te faire passer de la baguette, la répétition à la conférencière. Et le message cœur, même si tu ne nous as pas encore tout délivré, c'est pour ceux qui nous écoutent, que c'est possible en fait. C'est possible. C'est vraiment possible et ça passe par une découverte de soi et par une compréhension et potentiellement par une pratique. Mais merci déjà de ce partage. Et donc, tu te dis, j'ai besoin de ça pour mieux me comprendre et dépasser tout ça. Pour moi, si tu veux, une vie sans cette compréhension-là, elle est très limitée et on a le risque de suivre des recettes de réussite qui sont sociétales, qui sont largement partagées, et de se retrouver vraiment réussir factuellement parlant, soit d'avoir beaucoup d'argent, les relations qu'on a toujours cherchées, et d'être quand même malheureux. Pour moi, la vraie quête est celle-ci où on se retrouve soi, on se rencontre soi, et elle est complexe parce que, je le dis dans le livre, on est à 95% inconscient. Donc ce chiffre-là, je précise à chaque fois parce que c'est des études très complexes. Aller étudier quel est le pourcentage de la partie inconsciente versus notre conscient, c'est difficile de mesurer et d'être très très précis. Mais souvent, les études vont dans le sens de ces 95 ou plus de processus inconscients. Et dans notre inconscient, il y a énormément de ressources, il y a énormément de réponses de pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on veut réaliser, quand est-ce qu'on se sent réellement se réaliser dans ce monde. Et il faut passer du temps à s'explorer. On ne peut pas éviter ce temps entre soi et soi-même à aller creuser l'inconscient. Et je tiens à préciser, parce que là, dès qu'on parle d'inconscient, les gens ils commencent à se dire, mais est-ce qu'elle est vraiment scientifique? Est-ce que c'est des trucs d'hypnose ou des choses de gourou? Scientifiquement parlant, qu'est-ce qu'on connaît de l'inconscient? Déjà, pour mesurer ces deux dimensions de nous, ce sont des signaux qu'on peut capter sur des scanners. Le signal conscient, c'est une abrasion massive sur le signal, très facile à voir. Donc, on voit que tout le cerveau est informé de ce signal qui est comme un feu qui s'abrase et qui informe toutes les régions du cerveau. Un signal inconscient, c'est une petite vague qui fait chloup et elle disparaît. Donc, mais on le voit quand même. C'est un signal très faible, mais on le voit. Donc, on sait quand est-ce que notre cerveau fait des choses de manière inconsciente. On peut peut-être pas aller jusqu'au détail d'aller creuser le type d'information qui est là, mais c'est un signal qui est là. C'est un signal qu'on pourra étudier et accéder à l'intérieur de nous. Mais il faut savoir que la difficulté, c'est que si on veut entendre les réponses de notre inconscient, il faut calmer le bruit général de la conscience. Pour donner une métaphore du fonctionnement, on peut imaginer que le conscient, on est comme dans une boîte de nuit où le conscient, c'est la musique. Donc, elle est à fond. On l'entend, il n'y a pas de souci, on est informé de tout ce qui est conscient. On peut le verbaliser, on peut dire quelle est la chanson qui passe. L'inconscient, c'est la petite conversation que quelqu'un essaye de mener avec nous à l'intérieur de cette boîte où il y a la musique. Donc, pour aller capter ce signal, ces réponses de l'inconscient, il faut développer cette capacité de calmer le bruit et de pouvoir écouter à travers cette musique-là et aller capter les réponses de l'inconscient. Pour moi, c'est un entraînement. Ce n'est pas naturel. Moi, au début, quand je creusais des questions de qu'est-ce que je veux vraiment faire, c'était une question très difficile. Parce qu'il faut qu'on remonte des valeurs qui sont de notre inconscient. Il faut qu'on remonte des sensations, des choses qui résonnent avec nous. Mais notre inconscient, il parle à travers ces signaux subtils, très faibles, et souvent qui s'expriment à travers des sensations corporelles très subtiles et faibles. Et beaucoup de gens sont coupés de cette capacité de capter ce signal-là. Donc pour moi, c'est un vrai muscle d'aller se reconnecter à soi, à son corps, à ses sensations, et d'être à l'écoute, mais comme si on était derrière une porte et on essaye d'écouter un chuchotement de l'autre côté de la porte. Mais il faut le faire, c'est fort. Pour toi, c'est quoi la différence entre inconscient et intuition? Parce que quand je t'entends, je me dis, mais est-ce que c'est l'intuition dont elle parle? Est-ce que c'est l'inconscient? C'est vrai que l'inconscient, si tu veux, en général, ça vient connecter à Jung, à tout ce champ psychique qu'on n'entend pas, qui est là et qui drive nos vies, mais qui est très étudié par la science, comme tu l'as dit. Mais
ce serait quoi la différence entre... C'est la question qui me vient, entre intuition et inconscient. Alors, je tiens à faire une parenthèse, parce que c'était mon inquiétude quand je venais dans une chaîne où on va parler de la science qui se rapproche de la spiritualité. C'est quelque chose qui me passionne énormément, mais il faut que je précise qu'il y a des limites des appareils scientifiques qui peuvent mesurer un certain nombre de choses. Et la spiritualité qui, pour moi, se rapproche de plus en plus, notre compréhension se rapproche de plus en plus. Mais pour moi, il y a un domaine qui a besoin de rester mystique et sur lequel on pourra avoir des suppositions, des ressentis, des intuitions qu'on pourra se partager, bien sûr. Mais pour justement préciser jusqu'où s'arrête la science et à partir de quand je parle de mes propres expériences, intuitions, ressentis, je ferai un peu ce... Bien sûr, et je te remercie de le faire parce que moi, j'ai vraiment à cœur cette rigueur. C'est-à-dire que oui, la science nous dit beaucoup de ce monde non manifesté et vient nous forcer même à introduire ce monde manifesté et à avoir une pensée post-matérialiste dans tout, dans la physique, dans les mathématiques, dans la biologie, dans tout. Et pour moi, c'est très important de dire qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce qu'elle ne dit pas. Et là où on a des hypothèses de pensée. D'ailleurs, je vois que ton livre a été préfacé par Harry Roselmack, qu'on a reçu Grand aussi. merci, Harry, si tu nous écoutes. Merci. Que j'ai reçu ici. Et on a exploré sa thèse aussi. Et je trouvais son raisonnement rigoureux parce qu'il s'arrêtait entre voilà, ce qui a été dit, là est mon hypothèse de pensée. Et ça, je trouve que voilà, c'est important. Encore heureux qu'on puisse être scientifique, dire ce qui est solide dans le marbre et s'autoriser à penser, à poser des hypothèses. Sinon, la science n'avancerait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a besoin d'avancer sur ces terrains-là. Mais évidemment, il faut qu'on soit rigoureux. Donc, merci de l'être. Et donc, pour revenir à ta question de l'intuition, qui est, pour moi, ça me passionne parce que je pense qu'on a beaucoup à explorer là-dedans. Donc, je vais te dire plutôt ce que je peux déduire de mes recherches scientifiques et aussi de ce que j'ai pu déduire de mes échanges avec des gens qui travaillent sur l'intuition, qui sont spécialistes. Par exemple, David Peyrou, je ne sais pas si tu vas le recevoir. Oui, on va le recevoir aussi. Il est passionnant, donc il est vraiment spécialisé sur l'intuition. Qui est président de l'Institut de la conscience en Suisse, il me semble. Donc, Et donc, c'est dans un échange avec lui que j'ai pu aussi grandir sur ma compréhension de l'intuition. Donc, ce que je pourrais déduire des études scientifiques, c'est que l'intuition se base sur un traitement de l'information inconsciente à l'intérieur de nous. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de traitement de cette information. Donc, quelques informations concernant l'inconscient. Donc, c'est tous les processus, les 95% de processus qui se passent dans notre cerveau, qui remontent des informations aussi du corps. C'est un traitement de l'information qui est puissant. Donc, on analyse 1,2 million d'informations par seconde versus notre conscient qui est limité à 40 informations par seconde. Donc, l'inconscient sera toujours la partie la plus puissante de nous et qui pourra faire des analyses très complexes. Par contre, son fonctionnement inclut un inconvénient, c'est que c'est moins précis. Et donc... Mesurable, tu veux dire. Donc, il est moins précis et on n'a pas la main dessus parce qu'on ne voit pas ce qu'il a analysé. Et il faut tenir compte du fait que dans l'inconscient, il y a tous les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est les raccourcis de pensée que la plupart du temps sont valables et fonctionnels. Donc, on peut les utiliser et on les utilise constamment. Mais il y a des cas d'exception dans lesquels ce n'est pas vrai. C'est des pièges, oui. Et ce sont les pièges. Et donc, quand on utilise notre intuition, il y a plusieurs pièges à éviter. Mais il faut apprendre à l'utiliser, il faut se la réapproprier. Parce que c'est un traitement d'information. Par exemple, tu rentres dans une pièce, ton inconscient va capter énormément d'informations et il va te déduire un ressenti. Ah, je me sens bien. Ah, ça fait... Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Ça, c'est un traitement inconscient. Et il nous guide. Il nous protège des fois des dangers. Et il fonctionne très rapidement. Le conscient, il est lent. Donc, on ne peut pas compter à se protéger face à un danger de vie. C'est l'inconscient qui agit. Donc, l'intuition est basée sur ce type d'analyse inconsciente. Donc, ça regroupe beaucoup d'informations. D'où le fait que c'est une forme de sagesse à l'intérieur de nous. Et donc, on peut dire qu'un premier niveau d'intuition, ça serait l'intuition qu'on accumule grâce à notre expérience. Imaginons que je fais un métier depuis plusieurs années. Mon expérience dans ce métier et les gestes et tout ce que j'ai pu lire et qui est rentré pour la plupart dans mon inconscient, je ne me souviens pas consciemment, mais c'est des informations qui sont là. Mon inconscient pourra les utiliser pour qu'à un moment donné, dans mon métier, c'est intuitif.
Je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, mais il marche bien. Et c'est basé sur une expérience que j'ai accumulée. Donc ça, c'est une intuition basée sur répétition. Maintenant, de temps en temps, on a des intuitions qui nous viennent sur d'autres domaines. Là, je dirais, pareil, ce sont des mix d'informations scientifiques et d'autres que je regroupe là-dedans. Par exemple, je sais pas, des fois, tu peux me parler d'un sujet sur lequel c'est plutôt toi qui es experte ou de sujets de ta vie personnelle. Et moi, à un moment donné, je vais sentir quelque chose, je vais me dire, mais je sais pas pourquoi je pense à ça. Et est-ce que ça te parle? Ce type d'information, il faut toujours la vérifier parce que peut-être que c'est de l'intuition, peut-être que c'est valable ou peut-être que c'est un mélange de biais cognitifs et des choses qui m'amènent ou de l'émotionnel qui m'amène à être dans les pièges de l'intuition. Mais parfois, cette intuition peut être vraiment valable pour toi et peut te parler. Mais la personne qui va valider, ça reste toi à la fin. Et donc, c'est une forme d'information qui circule autour de nous et à l'intérieur de nous, je dirais. Moi, je le vois un peu comme un cloud d'informations autour de nous. Je pense que Jung parlait d'inconscient collectif. On peut mettre la dimension spirituelle dedans. Bref, ce sont des informations qui sont autour de nous, auxquelles on peut connecter de temps en temps. On peut devenir des récepteurs. Nos cerveaux peuvent réceptionner des informations, les traiter et les utiliser au service des autres. Avec David Perron, on parlait de ce type d'intuition. Donc, l'intuition locale, on peut dire celle qui est basée sur notre expérience, nos connaissances. Je laisse mon inconscient analyser, je te donne une information qui vient en local. Et puis, une forme d'intuition globale qui nous dépasse, qui vient de ce traitement d'informations qu'on ne sait pas. Ça peut être nos champs qui se mélangent, ça peut être un champ électromagnétique qui est autour de nous qu'on capte et qu'on arrive parfois à verbaliser, à conscientiser. Des fois, ça peut être toi qui captes cette intuition, des fois, ça peut être quelqu'un d'autre qui la capte pour toi et la verbalise pour toi. Et là, c'est vraiment... là, pour le coup, la science est en exploration. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a la docteure Tara Swart, qui est très connue aux États-Unis, qui, elle, a pour hypothèse que tout est information et que finalement, on serait que des capteurs de cette information et que nos capacités découleraient de ça. Mais là encore, la science a encore plein de chemin à faire. En tout cas, c'est en exploration, on va dire. Et j'aimerais rajouter un petit... Justement, on parlait des pièges de l'intuition et je pense que c'est utile pour les gens qui veulent la développer, de savoir à quoi il faut faire attention. Le discernement. Le discernement, oui. De savoir discerner entre l'information qui passe à travers moi, mais que je n'ai pas déformée à travers mes propres filtres émotionnels ou cognitifs. C'est difficile. Et ça, c'est le plus difficile. Tout à fait. Ça demande un vrai travail d'abnégation sur soi. Pour moi, ça rejoint toutes les pratiques de la méditation qui nous permettent d'apprendre à se dissocier de mes patterns de cognition, donc mes pensées, mon propre histoire, et de pouvoir voir à travers un regard supérieur. Donc, en science, on va appeler ça la métacognition, de développer cette capacité de métacognition, de la conscience qui observe mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques. Je sais que ça appartient à Biliana, et avec ses limitations de pensée, d'histoire personnelle, et de pouvoir développer ce regard supérieur qui va trier ça et distinguer, c'est peut-être cette information-là qui vient au-delà de mon histoire. Et donc, attention, des fois, on a l'impression que c'est de l'intuition. Si vous êtes émotionnel, ce ne l'est pas. Certainement, bon, il y a des fortes chances que ça ne l'est pas, parce que l'émotion, c'est notre émotion. C'est une perception de perte ou de bénéfice. Tu vois, c'est soit je gagne, soit je perds, et donc je crée des émotions plus ou moins. Et si je suis dans un biais comme ça, par exemple, je sais pas, imaginons que j'ai rencontré un homme et je me dis c'est l'homme de ma vie, il y a des fortes chances que je suis sous l'influence de l'émotion de départ qui me rend aveugle et que je n'arrive pas à ressentir. Est-ce que vraiment c'est une âme dont le chemin est aligné sur le mien et donc c'est vraiment la personne pour moi ou pas? Qui partage mes valeurs. J'aime bien cet exemple parce que dans l'intuition, comme tu dis, il y a plusieurs pièges. Et comment connaître ce discernement entre une intuition qui va venir de nos filtres quelque part et de notre expérience et une intuition vraiment celle qui trouve le chemin alors que le conscient ne le voit pas. Et tu as dit une chose très forte, c'est de toujours la vérifier. Et j'ai reçu Olivier Bonassi ici aussi qui parlait de Dieu, de la foi et de cette importance de la rationalité. Même si tu as une révélation,
d'avoir cette rationalité, de faire cet effort logique. C'est-à-dire, j'ai cette intuition, comme tu dis, c'est l'homme de ma vie. D'ailleurs, Boris Cyrulnik dit que le coup de foudre, c'est le plus grand des pièges. Mais de se dire, bon, voilà, est-ce qu'il partage mes valeurs? Est-ce qu'on a des chemins de vie alignés? Est-ce que... Enfin, voilà, toute cette rationalité au service. Et moi, c'est ce que j'adore. Science et foi, finalement, c'est la science, la logique et le côté intangible. Et cette boucle constante d'aller et vient entre les deux. C'est ça qui rend la vie vraiment magique. Je dirais même c'est une double attitude. Et je pense que la vraie foi, elle est dans une double attitude. C'est pas... C'est à la fois, je crois et je suis persuadée, je me dis, c'est peut-être l'intuition, elle est peut-être vraie, c'est peut-être ça que je dois faire. À la fois, je le sens, je passe à l'action, et à la fois, je doute et je teste sur le chemin si ça fonctionne. Mais il faut que je sois dans l'action, parce que sinon, c'est juste une idée sympa dans ma tête. Je me dis, un jour, je ferai peut-être. Non, si j'y crois vraiment, il faut que je le montre dans mes actes. Donc oui, j'ai senti une intuition. J'ai l'impression que je suis faite pour devenir conférencière. Alors, je te dis pas que le choc que j'ai eu quand les premières fois où l'intuition est venue, j'étais là, je me suis dit, mais non, mais vous rigolez, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à acheter ma baguette conférencière. Et donc, c'est là où on est bien sûr testé. Et puis, petit pas, hein, bien sûr, on part sur quelque chose de petit à petit. Et donc, on a l'intuition, on la voit. On fait les actions et sur le chemin, on voit si on doit ajuster. Parce qu'il y a toujours un doute que ça peut être notre mental qui s'est mêlé sur le cheminement de l'intuition ou nos émotions. Ah, c'est trop excitant, être conférenciel. Et en fait, on est piégé par notre propre petit monde de notre existence en tant que Biliana. Oui. Et pour moi, pour pouvoir travailler à un niveau d'intuition puissante, il faut se connaître. Il faut vraiment savoir se connaître pour distinguer ça me paraît plus l'histoire de Biliana. Ça a l'air d'être un peu peut-être plus valable notamment comme sur information. ses biais, sur ses filtres, surtout sur son ombre finalement. Toutes ces parts qui vont nous orienter, les blessures. Parce que c'est ça qui s'enclenche très vite d'ailleurs en neuroplasticité. Tu vas nous en parler mieux que moi. On voit des schémas automatiques qui sont là et qui vont s'enclencher dans des états de stress beaucoup plus facilement que d'autres schémas. C'est réversible, mais ça veut dire qu'il faut vraiment entraîner, répéter et avoir conscience de quand est-ce que nos schémas finalement qu'on ne veut plus s'actionne dans ces moments de stress, avoir conscience, ok, là je suis dans un instant qui me fait rentrer en état de stress, je vais choisir le nouveau schéma que je suis en train de travailler dans mon cerveau. C'est important et c'est important d'avoir le courage d'aller explorer nos points de blessure, de douleur. Chacun de nous a, je pense que ça fait partie de l'existence. C'est aussi la beauté de l'existence parce que c'est à travers les nettoyages de ces points de douleur qu'on arrive à vraiment accéder de plus en plus à quelque chose à l'essence à l'intérieur de nous, donc quelque chose qui fonctionne de manière sans être interrompu par l'émotion qui a été associée à ça. On peut les travailler aujourd'hui. C'est plus aussi mystique que ça l'était à l'époque. On n'est plus dans l'exorcisme. Grâce à la science, exactement. Là, par exemple, des techniques de nettoyage de trauma. On s'est rendu compte que faire parler la personne avec le maximum de détails sur son trauma, ça remonte l'information au niveau conscient. Donc, le cerveau apprend à traiter l'information en dissociant de la dimension énorme émotionnelle qui a été associée au trauma. Parce que le vrai problème, c'est ça. Exactement, c'est l'émotion bloquée. C'est exactement ça. Un souvenir traumatique, il est enregistré dans l'amygdale, à proximité de l'amygdale, et il est un endroit du cerveau qui est très réactif, très émotionnel. Quand on commence à le remonter en surface, à raconter de nouveau l'histoire dans un contexte safe, exact, le réencodage se fait dans le cerveau et le souvenir passe dans le cortex préfrontal où la mémoire est enregistrée d'une manière où il n'y a pas la dimension émotionnelle qui perturbe. Donc ça, c'est la nouvelle compréhension de comment les traumas sont nettoyés au niveau cérébral. Mais par contre, il faut faire le travail. Et ça demande du courage quand on a vécu des choses dures. Ça demande du courage d'aller les revoir. Aujourd'hui, on est suffisamment bien accompagné pour trouver les bonnes personnes pour nous tenir la main pour faire ça et nous créer le contexte confidentiel et protégé pour qu'on puisse aller rencontrer ces choses, les nettoyer et repartir. Il n'y a pas besoin de se trimballer les poids du passé. Exactement. Dans ces 100 études cliniques, laquelle t'as été soumise à la ritaline, à la kétamine
On va y revenir. Mais laquelle de ces études t'as le plus, t'as le plus marqué, où tu t'es dit non mais c'est fou, et t'as le plus transformé même? Bon, il y a plein d'études. Alors, toutes les études sont intéressantes parce qu'on est dans des contextes d'expérimentation où le cerveau est exposé à ses limites. Donc, soit c'est des limites visuelles, on doit voir des choses qu'on ne peut pas voir, soit c'est des limites de décision, donc on doit décider avec une information qu'on n'arrive pas à conscientiser. Donc, c'est très, très stimulant d'aller explorer toute cette dimension de nous. Bon, il y a plein de choses. Je ne sais pas par où commencer. Il y a plein de choses qui sont intéressantes et je pense qui nous font réfléchir au futur. Par exemple, je ne sais pas, quand tu étais petite, si tu jouais au jeu, donc il y avait la console Super Mario, il y avait un jeu avec des canards. Et même quand on était petit, moi je trouvais ça bluffant. On avait un pistolet en plastique, mais on tirait sur un écran de la télé. Et je trouvais ça technologiquement super avancé. Bon, le pistolet était connecté avec un câble, donc il y avait la technologie qui va avec. Je me suis retrouvée dans une étude clinique dans laquelle il n'y avait plus le pistolet, c'était le même jeu. J'avais 6 électrodes derrière ici, parce que c'est le champ visuel. Et les canards volaient sur l'écran et je devais les tuer avec mon intention ou attention, je ne sais pas comment... Ton avec intention. la pensée, exactement. Tu bouges pas, tu les vois et là... Alors, il y a un entraînement cérébral qui fait que du coup, tu apprends à contracter ta pensée pour qu'elle devienne directive et puis tu apprends au logiciel qui lit le signal des électrodes pour qu'il le transmet. Donc, il n'y a pas de la magie, mais je trouve ça quand même, ça se rapproche de la magie aujourd'hui quand tu vois, il y a quelqu'un qui est devant un écran, il tue des canards sur l'écran. Ouais, c'est fou, hein. Et j'ai une étude qui, dans le même style, ça s'appelle le neurofeedback. Cette fois-ci, 64 électrodes sur le crâne. Tu es devant un écran. Le but étant de ramener une cible. Donc, il y a un point que tu dois faire entrer dans la cible. Et tout ça sans bouger. Donc, tu regardes et tu fais toutes les stratégies mentales que tu veux faire pour faire bouger ce point dans la cible. Et à chaque fois qu'un ton cerveau a compris ce qu'il devait faire pour déplacer le point vers la cible, ils augmentaient la difficulté. Et donc, à chaque fois, tu avais un signal quand tu arrives donc, quand ton cerveau réussit sa stratégie mentale, il y a un signal, donc il t'éduque que c'est le bon sens pour y aller. Et puis, il augmente le niveau. Donc, à chaque fois, tu dois trouver la stratégie mentale au-dessus qui condense ton énergie et qui arrive à diriger un point sur l'écran. Donc, bon, ça correspond à des signaux dans ta tête et comment tu maîtrises ta pensée pour condenser et créer quelque chose. Ça, c'est super fort. Et je pense que là, on se rapproche de ce qu'on pourrait... Donc là, quand on sort de la science, on parle de manifestation, de comment l'être humain peut manifester ses idées. Je pense que là, on est un peu à la limite. Donc la science, ce que moi, j'ai pu expérimenter dans une étude scientifique, c'était ça. Entraîner mon cerveau à condenser sa pensée et apprendre les mécanismes qui nous permettent de donner du poids à notre pensée pour que cette pensée puisse manifester un mouvement de poids dans la réalité. Et ce que j'ai pu constater, alors on te laisse choisir ta stratégie mentale. Donc c'est là où c'était le plus intéressant, dévoiler un peu les coulisses de mon cerveau. Je ne l'ai pas dévoilé devant le scientifique, mais par contre, il m'a dit que j'étais la meilleure participante sur 60 personnes. Il m'a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre tête, mais vous étiez celle qui a le plus accumulé des points. Et qu'est-ce que tu avais fait? Donc au début, ils te disent, bon, typiquement au début, tu testes un focus, tu te focalises sur le point et tu essayes de visualiser que tu le bouges. Alors, c'est très dur dans sa tête, ça consomme beaucoup d'énergie, ça fait mal à la tête, et au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas du tout efficace. Après, je me suis dit, tiens, je vais tester, est-ce qu'avec un souvenir positif, si je pense à un souvenir positif, est-ce que ça active un peu plus d'énergie? Et la réponse était oui, donc l'énergie émotionnelle, ça faisait un effet. Sauf que très vite, tu te distrais, donc ça tenait pas très longtemps. Souvenir négatif, bien sûr, plus puissant. Alors, le souvenir négatif, l'énergie, elle est plus forte. Par contre, à la fin, tu es un peu magnétisé, tu vois, tu es un peu pas content. Je me suis quand même pas gâché ma journée pour un exercice comme ça. Et donc, à la fin, ce qui a le plus marché pour moi, c'était de créer une image claire. Donc là, j'ai créé une image, ça peut être une vision, si on transporte ça dans la vraie vie, ça peut être la vision du futur. Moi, j'ai créé une image, plus on la rend claire, plus le point commençait à rentrer dans la cible. Donc, il y a plus d'énergie. La clarté, c'est déjà un premier signe de « OK, on commence à bouger les choses ». Donc, je l'imaginais clair
j'ai mis un peu de vitesse, donc je me suis imaginée dans un bus où j'étais avec mes clients. Donc j'ai mis le bus, je commençais à le déplacer plus vite, donc ça donnait de l'énergie à ma pensée. J'ai rajouté des sourires sur les visages des gens et donc j'ai commencé à sentir qu'il y a une sensation positive. Alors là, on commençait à faire des points, le score commençait à augmenter beaucoup plus vite. J'ai mis mon mari à côté de moi dans le bus. Bon, là, ça a augmenté encore plus la vitesse. Et à la fin, je me suis dit, bon, amusons-nous. Là, on va rajouter encore plus d'émotionnel. J'ai fait monter un chien. Je me suis dit, c'est chouette, ça. C'est original. Et donc, plus j'accumulais de l'énergie, d'excitation, d'enthousiasme, plus le point commençait à faire ping, 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 ping. J'avais un signal. En fait, tu devais faire descendre le point dans un trou, dans une cible. Et toi, en fait, tu t'es imaginé cette image du bus, etc., parce qu'au cours de l'expérience, tu as remarqué que plus c'était négatif, plus ça marchait mieux. Mais tu t'es dit, je ne vais pas rester dans cet état émotionnel. Après, tu t'es dit, je me mets en positif. Ah, mais si ça va plus vite, j'ai une sensation. Donc, tu crées dans ta tête, mentalement, une sensation de vitesse. Avec le bus. Tu veux, dans ma compréhension, ce qui se passait dans ma tête, c'est que j'augmentais la quantité d'énergie associée à la pensée. Oui. Et donc, c'est ça, au final, qui était capté par les 64 électrodes. Il fallait surtout pas bouger le corps, parce que dès que tu contractes un muscle, ça gâche le signal de... Okay. Le signal de la tête est plus faible que les muscles et le signal du cœur. Donc, souvent, il y a des électrodes de partout pour bien distinguer tous ces signaux. Mais ce que j'ai constaté dans l'expérience, c'était que clarté, une image claire, ça donnait plus d'énergie à la pensée. Et donc, par conséquent, dans l'expérience, j'accumulais des points. Mais ce qui était le plus important, c'était l'émotion qu'on associait à cette même pensée. Et là, peu importe le type d'émotion, il faut qu'elle soit... Bon, toute émotion est valable. Il inclut la négative. C'est juste qu'il y a un prix à payer à la négative. Il faut qu'elle soit intense. Il faut qu'elle soit intense. Et moi, j'ai bien aimé jouer sur l'enthousiasme. Et c'était vraiment une énergie. J'étais là, je me sentais pétillante. Tu vois, j'avais l'impression que ça pétillait dans mes yeux quand je regardais cet écran et j'essayais de déplacer la cible. Et je passais un bon moment. J'accumulais des résultats et dans ma tête, mais c'était un spectacle incroyable. Je suis partie de là, j'avais plus d'énergie qu'avant. C'est puissant cette expérience, puissant, ouais. Vraiment. Ouais, ce que ça vient dire pour moi, c'est vraiment cette clarté de pensée, cette capacité émotionnelle à faire remonter l'émotion, l'excitation, le côté positif et à concentrer les deux en même temps, et c'est fou. Et ça rejoigne toutes les expériences autour de la visualisation, parce que si tu veux, il y a plein de gens qui essayent de manifester des idées, des visions grâce à la visualisation. Il faut savoir que la plupart des gens ne savent pas bien activer cette capacité du cerveau. Notre cerveau d'habitude est distrait. 47% du temps, la pensée vacille. On appelle ça du vagabondage de l'esprit. Donc, on se balade, passé, futur. Quand tu essayes de condenser ta pensée sur un point donné, c'est des capacités de méditant, si tu veux. Une personne normale n'a pas beaucoup de cette capacité d'attention. Donc, souvent, les gens qui essayent de visualiser quelque chose, la pensée, elle n'arrive pas à rester dessus. Ouais. Deuxième chose, la vision, pour la plupart, ils font l'erreur de ne pas avoir une image claire. Ils veulent quelque chose, mais c'est à peu près global. Il n'y a pas une image. Ils font une photo du futur. Mais donc, il faut vraiment visualiser quelque chose de clair. Et après, associer ça avec une émotion, ça, les gens, ils oublient. Il y a des études scientifiques. Alors là, les études scientifiques montrent que la visualisation négative est plus puissante que la positive. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est plus puissant de t'imaginer devenir gros et moche, si tu veux, aller faire du sport. C'est plus puissant l'image de toi gros et moche du futur. Quelle horreur, touche du bois. Et ça va activer plus d'énergie pour que tu ailles activer et te motiver à aller faire l'action qui va avec, le sport, que l'image de toi beau et bien dans ta peau. Bon, c'est scientifique, donc on le sait. Moi, je préfère jouer... Il est câblé négativement, le cerveau, c'est sûr. Mais c'est la survie qui est derrière. Et comme la survie est très puissante dans nos mécanismes, dès qu'on accroche notre objectif à la survie, il y a plein de gens qui vont te dire il faut que ton objectif devienne comme la soif et la faim. C'est comme t'as plus le choix. Il faut survivre, donc il faut réaliser ton objectif. Quand il devient aussi important, ton cerveau trouve les moyens. On est des êtres intelligents, il n'y a pas de souci. On n'a pas de souci de trouver des stratégies. C'est exceptionnel. Par contre, il faut activer les ressources en nous. Mais d'ailleurs, pour revenir sur cette capacité d'attention, tu disais la plupart du temps, c'est flou, c'est pas clair. Ça me fait revenir sur une masterclass que j'ai donnée le mois dernier où j'ai fait des énormes recherches sur l'attention, les neurosciences et les capacités d'attention. Et
finalement, quand on perd ça, parce qu'on est dans un monde avec trop d'informations où on nous vole notre attention, quels étaient les impacts scientifiquement. Et après, j'ai été chercher tous les protocoles de neurosciences pour améliorer ça. Et il y a des exercices tout simples que j'ai partagés dans ma masterclass. C'est tout un protocole que j'ai fait pour mes membres. Mais un exercice que j'ai donné qui est facile à comprendre, c'est tu prends un objet très simple. Moi, je disais, vous prenez un citron, vous prenez un vase, un truc simple. Tu le visualises et puis tu as un minuteur à côté et tu l'observes, et tu fermes les yeux et tu dois, les yeux fermés, observer cet objet dans une granularité et un détail et maintenir l'image. Et en fait, dès que l'image, elle a disparu de ton esprit, c'est-à-dire que tu ne l'as pas maintenue, tu ouvres les yeux, tu arrêtes le chrono et puis tu vois. Et puis, les membres qui ont été très disciplinés et qui ont fait le protocole, ils ont commencé, tu vois, peut-être avec 10 secondes. Et puis après, ils ont vu une amélioration et puis ils ont vu plus de détails. Et après, bon, tu étends ça à la pièce, tu étends ça. C'est tellement puissant. Et je trouve que tout le monde devrait faire ça aujourd'hui où tu scrolles, dans un monde où c'est... Oui. Mais c'est fort, cette expérience. Et... Merci pour ce partage incroyable. J'adore les scientifiques comme toi. Tu me fais penser à une étude un peu dans le même style. Donc là, ils voulaient savoir si les méditants, si des gens qui méditent ont une capacité d'attention plus élevée que des gens qui ne méditent pas. Donc le réglage de l'étude était un peu dans le même sens, sauf qu'on devait fixer un point sur l'écran. Et donc, dès qu'on se distrait, on devait appuyer sur un bouton pour signaler que notre pensée est partie ailleurs. Et ça, c'est un vrai exercice parce que, si tu veux, la méditation nous enseigne à quoi ? Les gens, ils ont mal compris la méditation. Pour la plupart, ils pensent qu'il faut qu'on enlève les pensées et qu'on soit à 100% focus. La méditation, c'est pas ça. Je vous le dis tout de suite. La méditation, c'est un entraînement de la pensée et c'est un entraînement cognitif de la pensée. La pensée, naturellement, se distrait. Donc, elle va sur un point, elle se distrait, elle va sur un point, elle se distrait. Et la méditation, c'est notre capacité d'amener la pensée à chaque fois qu'elle est distraite, de la prendre par la main et l'amener là où on veut qu'elle soit. Donc, c'est un exercice dès qu'elle se distrait, je l'amène là où je veux qu'elle soit sur la respiration, soit sur le cœur, peu importe sur quoi je médite. Et ce muscle-là, de l'amener à chaque fois, de se rendre compte qu'elle n'est plus là et de l'amener de nouveau, c'est ça la méditation. Donc, c'est vraiment une vraie compétence de la pensée. Ceux qui veulent travailler la pensée, pour moi, c'est inévitable. Il faut passer par un entraînement méditatif, peu importe le type de méditation que vous choisissez. Il faut trouver la bonne chose pour vous. Ça peut être avec un objet. Pour ma pensée, l'objet est un peu difficile, mais je préfère me connecter sur des sensations. Tu as le rythme cardiaque, m'entraîner à entendre la respiration. Ouais. Tout ça, ça s'appelle de l'introception. Donc, plus on est apte à entendre ces signaux pendant la méditation. Donc, à chaque fois, je ramène mon attention sur le rythme cardiaque ou sur la respiration. Et de plus en plus, je me connecte aussi à moi. Et ça m'aide aussi, au-delà de la méditation, ça m'aide à bien entendre ce que mon corps veut me dire à différents moments de la journée. Y inclut quand il y a des émotions. Donc voilà, la méditation, pour moi, ça fait partie de cet exercice d'attention. On est d'accord. Et d'intention. Alors, tout le monde dit « Ah, mais la méditation, il n'y a rien de plus barbant, etc. » Mais quand on lit les études, voilà. Oui. Il n'y a plus de questions à se poser, il faut y aller. Et il n'y a pas besoin de devenir un Tibétain bouddhiste et d'aller s'isoler quelque part. Les études, il y a une étude que j'aime beaucoup et pour rassurer les gens qui se disent « mais je ne peux pas rester longtemps à méditer », il y a une étude qui a démontré des vrais résultats, des vrais bénéfices physiologiques sur la manière de gérer ses émotions, sur le, comment on appelle mood en français, sur l'humeur. L'humeur. Aussi sur la gestion de stress, donc des bénéfices sur ces 3 critères, juste avec 13 minutes de méditation par jour pendant 2 semaines. Donc, une semaine, apparemment, ce n'est pas suffisant, mais sur 2 semaines, 13 minutes par jour, et vous allez constater déjà des résultats à l'intérieur de vous. Donc, moi, à chaque fois, je fais la scientifique, je suis scientifique. Mon approche de la méditation, c'était test, et tu feras ton expérience, tu feras tes conclusions sur les résultats. Comme ce que tu as fait avec les études cliniques. Donc, testez, et vous allez voir par vous-même ce qui marche le mieux pour vous et ce que ça vous apporte. Et tu as une autre étude qui t'a marqué en plus de celle-ci. Ah oui. On n'a pas encore adressé. On va pas faire les 100, mais... Alors, ce qui était le plus peut-être flagrant, c'est quand on utilise des molécules pour perturber la conscience.
Comme la Ritaline. Exactement, j'ai utilisé 2, Ritaline et kétamine. Les 2 sont des molécules très différentes. Et peut-être celle qui m'a marqué le plus, les 2 sont très marquantes, si tu veux. Et à chaque fois, parenthèse, je vais parler de ces molécules, mais je ne les promeux pas. Il y a beaucoup de, Oui. il y a beaucoup d'effets secondaires, donc ils ne sont pas à utiliser. Et puis, ça a été utilisé dans un cadre d'études scientifiques. Tu as fait ça dans un cadre de recherche qui était avec une structure, des process, etc. C'est donc pas à reproduire chez soi, évidemment. Exactement. Et bon, je vous raconte déjà ce que ça a donné, parce que la kétamine, je sais que c'est alors, de manière générale, la kétamine, c'est un anesthésiant général à forte dose. Il éteint la conscience, donc on est anesthésié. À faible dose, il perturbe la conscience. Il perturbe les connexions à longue distance. Donc, le chef d'orchestre qui est la conscience et qui synchronise toutes les parties du cerveau, il est au repos. Et donc, en quelque sorte, ça donne accès aux coulisses, des processus qui se passent en coulisses. C'était très, très intéressant. Là où j'étais, c'est l'étude en réalité qui m'a le plus marquée. Je me souviens, au début de l'étude, j'arrive et il y a un questionnaire. Comme on est dans une étude, il y a toujours un questionnaire avant et après. Et puis, c'est une étude à double aveugle. Tu ne sais pas si c'est la molécule ou le placebo que tu reçois. Et le médecin, non, le chercheur, le médecin ne sait pas non plus. Et donc, ils arrivent avec le questionnaire. Et il y a une question que je ne vais jamais oublier. Ils me disent, alors, combien de personnes vous êtes ? Comment vous vous sentez ? Combien de personnes vous sentez en vous ? Tu écoutes cette question-là, tu dis, non mais vous rigolez ou quoi ? Et je rigole, vraiment, je rigole. Vous êtes sérieux ? Je dis, je suis seule. Et je l'avais oublié, cette question-là. 20 minutes plus tard, donc moi je suis devant, c'est une perfusion, la kétamine c'était sous perfusion. 20 minutes plus tard, je suis devant l'écran, il y a une tâche à faire. Et donc moi je suis focus dans ma tâche. Et puis ils arrivent, il y avait des prélèvements sanguins à faire et de nouveau refaire le questionnaire. Et la chercheuse arrive et elle me refait le questionnaire. Et donc là, je tombe de nouveau sur cette question et je me dis, ah, je comprends le sens de cette question. Et je dis, attendez. Et là, je me mets à compter. Je sais, ça paraît bizarre. Mais si tu veux, si on ne m'avait pas posé la question, je ne me serais pas rendu compte. Mais là, on me pose la question et je me mets à compter et je me dis, alors, je vois une Biliana, mais c'était vraiment, je la voyais à l'extérieur de moi, je vois une Biliana par ici qui rigole et qui s'amuse de cette expérience parce qu'elle a compris que c'est bizarre ce qui se passait. Il y avait certaines des perceptions étaient changées. Tu vois, la salle commençait à devenir un petit peu comme ça, penchée. Il y en avait une autre partie de moi qui était plutôt par ici, qui était inquiète. Tu vois, je voyais, mais j'ai carrément des images. Tu vois, je sais pas comment j'ai créé. Mon cerveau, il a créé des images de ces parties que je voyais à l'extérieur. Donc celle-ci, elle était inquiète. Elle se disait, mais est-ce que tout va bien se passer ? Est-ce qu'on va revenir à la normale après ? Qu'est-ce qui se passe ? J'avais une partie de moi qui était plutôt à l'intérieur du corps, qui était focus et analytique, qui analysait ce qu'il y avait sur l'écran et qui faisait. Et puis, il y avait la partie de moi qui était plus action. C'est très bizarre parce que récemment, j'ai réanalysé. Je voyais vraiment 4 parties. J'ai marqué dans le questionnaire, je vois 4 parties de moi. Récemment, j'ai réanalysé ça. Je discutais de cette expérience et j'ai réanalysé. Et je me suis dit, c'est très bizarre, mais ça correspond beaucoup à ce qu'on utilise. Je ne sais pas si tu connais la méthode des 4 types de personnalités. Commercialement parlant, ça s'appelle le DISC, le D-I-S-C. Des fois, on les appelle la partie rouge, jaune. Tu peux décrire un peu pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent... Donc c'est une approche pour catégoriser les différents types de personnalités. Donc c'est une approche c'est une conséquence d'une réflexion scientifique et philosophique. Donc pendant des siècles, les personnes se sont posées la question, est-ce qu'on peut catégoriser les gens en catégories pour mieux comprendre quelles sont leurs motivations des comportements et quels sont les types de comportements qu'ils font. Donc est-ce qu'il n'y a pas des profils de personnalité qui ressortent ? Et je ne sais plus en quelle année, on a défini cette méthode qui aujourd'hui s'appelle DISC, qu'on utilise parfois en entreprise. Et grosso modo, on peut parler de 4 types de personnalités. Des jaunes, des vertes, qui sont des personnalités orientées relations, et des bleus et des rouges, qui sont orientés action et résultats. Et
Moi, j'aime beaucoup cette approche. C'est comme toute approche, c'est à la fois limitant, mais si on l'utilise bien, on fait pas des étiquettes sur les gens en disant il est que rouge. On sait bien que les 4 dimensions sont à l'intérieur de chacun de nous, mais qu'il y a comme des habitudes qui se forment et des tendances que chacun de nous a suite à notre histoire personnelle. Et ce qui était marrant dans cette étude avec la kétamine, c'est que, en quelque sorte, jeter un coup d'œil dans les coulisses de mon inconscient, mais je voyais les 4 parties. Les 4 dimensions étaient toutes présentes de manière équivalente, donc chacune avait sa place. Comme ma conscience personnelle, donc la biliana était un peu effacée, la kétamine, elle fait ça, elle perturbe, donc elle diminue l'ego. C'est pour ça que certaines personnes l'utilisent pour justement vivre des expériences en dehors de l'ego. Et là, à l'occurrence, j'ai vu les 4 dimensions de moi qui étaient impliquées dans l'expérience. Et c'était marrant. Pour moi, c'était marrant. J'étais dans un état d'esprit, waouh, c'est curieux ce qui se passe. Ça existe vraiment à l'intérieur de nous. Tout est déjà là. Tout est à l'intérieur de chacun de nous. C'est beau. Et voilà, ça ouvre la porte des possibles d'une manière un peu plus scientifique et un peu plus... on peut se dire, en réalité, oui, on a tout ça. Maintenant, le vrai jeu, c'est comment j'arrive à sortir de mon personnage individuel pour aller toucher à ces dimensions qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Waouh. Waouh. Et la ritaline? La ritaline, c'est vraiment une autre expérience. La ritaline, c'est une molécule qui va augmenter la quantité de dopamine à l'intérieur de nous. La dopamine, on l'appelle la molécule du bonheur. La dopamine, ça augmente notre énergie, si tu veux. Mais grosso modo, quand on a plus de dopamine, on se sent plus focus, on est plus engagé, donc il y a plus de motivation. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, les relations sont plus faciles. Je me souviens, on était 3 participants. Il n'a pas eu la molécule en même temps que nous. Nous, on était 2 sous molécule et lui, il était avec le placebo. Mais je me souviens qu'à un moment donné, je me disais, mais c'est devenu une famille. C'est mes frères, là. On était passionnés avec la personne qui a reçu la dopamine en même temps que moi. On a refait le monde, on a parlé de politique, le sujet que je parle jamais. Moi, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais là, d'un coup, beaucoup de focus, beaucoup de motivation. Tout était intéressant. C'est une étude qui portait sur la motivation chez l'adulte. Il voulait tester si une petite dose de Ritaline peut donner plus de motivation à préparer un concours ou une épreuve, performer mieux. Et oui, la réponse est oui, la Ritaline aide, mais c'est pas la Ritaline, c'est la dopamine qui est derrière, qui nous aide à faire ça. Pour moi, la conclusion que je me suis tirée de cette étude, c'est déjà, premièrement, c'est un état que nous tous, on a connu. Sans Ritaline, on l'a connu cet état. On l'a naturellement quand on a, juste après une victoire ou quand on nous annonce une bonne nouvelle. Cette dopamine, elle augmente et on vit cet état. Le problème, c'est que la plupart des gens dépendent de l'extérieur pour vivre cet état et ne savent pas mobiliser leur propre dopamine seuls. Moi, je vous dis un grand non à la Ritaline parce qu'il y a des gros effets secondaires. Et pendant 48 heures, j'ai eu 0 motivation, voire j'étais à moins 200 de motivation après l'étude. Pendant l'étude, c'était génial. On était au top. Mais cette aide biochimique qui, du coup, fait qu'on ne fait pas d'effort cognitif ou émotionnel pour aller chercher cette molécule nous tout seuls, cette aide biochimique, c'est une bonne manière d'expérimenter pour savoir à quoi ça correspond. Je ne referai pas. Vraiment, pendant 48 heures, pas de ressources. Mais il faut savoir que notre cerveau a besoin d'énergie. C'est un tout petit organe, 2% de nous. Par contre, il prend 20% de notre énergie. Donc, c'est l'organe le plus énergivore. Quand on manque d'énergie, c'est le premier à souffrir. Donc, tout de suite, moins de créativité. Brain fog, des choses comme ça. Voilà, brain fog, on n'arrive pas à décider, on prend des décisions faciles, on est moins sympa avec les gens quand on a moins d'énergie. Donc, apprendre à mobiliser notre énergie, c'est au cœur de notre maîtrise de nous et de l'optimisation de nos ressources cognitives. Par contre, sans molécules externes, parce que du coup, ça développe de la paresse cognitive, il faut vraiment apprendre à mobiliser ces ressources cognitives, ces ressources émotionnelles pour que j'atteigne le même état, et c'est tout à fait possible. Et que je l'atteigne par moi-même, pas attendre que, qu'il y ait un événement extérieur. Tu as un petit tips pour nous? Il y a beaucoup de stratégies qui nous permettent d'activer la dopamine en nous. Étonnamment, et ça c'était une des études qui m'a le plus, peut-être, je pense que cette étude, il faut que tout le monde la connaisse. C'est l'étude la plus longue jamais faite chez l'être humain. Donc, ça a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a duré 81 ans.
la question à laquelle on cherchait à répondre, c'est quoi le facteur principal du bonheur de l'être humain? Ouais, je la connais bien. Et la réponse, elle était surprenante, c'est que c'est la qualité de nos relations qui vont déterminer si on va vivre plus longtemps et en meilleure santé mentale et physique. Physiquement, on est meilleur quand on a créé des relations de qualité. Et il ne faut pas beaucoup, c'est pas la quantité. Quelques relations de qualité sont suffisantes pour qu'on atteigne ce résultat de bien-être et de santé physique. Donc, pour moi, les relations sont au cœur de notre capacité de produire de la dopamine. Je n'aurai pas assez de temps pour rentrer dans les mécanismes de la dopamine, mais si tu veux, la nature, elle a mis en nous le mécanisme de la... On appelle ça du craving des relations. Comment on dirait ça en français? Il y a une forme de soif. Il y a un manque relationnel qui est enregistré dans des patterns qui sont basés sur la dopamine. Et il y a des études qui montrent, donc c'est une étude, moi ça me passionne, ils ont fait un groupe de gens qui a été socialement isolé pendant, je ne me souviens plus le nombre d'heures, est-ce que c'était 10 heures? Je dirais 10, mais à vérifier. Pendant 10 heures, isolation sociale, pas de personnes, pas de conversation, pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas de emailing. Tu es là, c'est un peu comme dans les méditations Vipassana. Oui, tu fais exactement. Rien. Ça m'a fait penser à ça. C'est dur. Et donc, au bout de 10 heures, ces personnes sont assoiffées à la relation. Et donc, on les met dans un scanner pour regarder devant quel type d'image leur cerveau est stimulé. Bien sûr, les images de contact social, visage humain ou des personnes qui se parlent, ça active le cerveau. Mais pas que ces images. Les images de nourriture, ça activait également leur cerveau. Et ils ont inversé l'expérience. Ils ont fait 10 heures de jeûne de nourriture. Donc cette fois-ci, ce n'était pas jeûne de relation, c'était jeûne de nourriture. Au bout de 10 heures, ils les mettent dans des scanners. Leurs cerveaux sont assoiffés de nourriture, mais pas que. Ils sont assoiffés de la relation. Et donc, c'est un truc incroyable. Dans notre nature, la relation, elle est aussi importante que la nourriture. Bien sûr. Et l'eau. C'est juste incroyable et on oublie tellement. Et on est dans des sociétés où, en quelque sorte, pour exister, on n'a pas besoin de l'autre. Tu vois, dans des pays pauvres, tu as besoin des autres pour t'aider quand tu es en difficulté. Mais dans un pays développé comme la France, tu peux exister seul. Mais c'est très malsain pour ton cerveau. Exactement. Et pour ta santé. J'ai une amie philanthrope qui dit que la plus grande des pauvretés dans nos pays, c'est la pauvreté relationnelle et que c'est la pire. Et oui. Et je dirais c'est une vraie maladie. Les études le montrent. Waouh, merci Miliana. Maintenant, j'ai encore quelques questions avant la fin de cet épisode. Comment t'es passée de la baguette à conférencière? Qu'est-ce que t'as changé dans ta vie qui pourrait en inspirer d'autres qui nous écoutent aujourd'hui? La toute première des choses dont j'avais besoin, c'est de savoir que c'est possible de sortir de la souffrance. C'est beau. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'on n'est pas obligé de souffrir. On a été blessé, on a des douleurs, mais on n'est pas obligé de vivre et de subir ça tout au long de nos vies. Moi, à l'époque, ma douleur, la plus grande douleur, c'était cette timidité qui était... mais vraiment, des fois, je pleurais le soir, tu vois, ça me torturait beaucoup. Je sais qu'aux yeux de certains, ils se disent, non, mais il y a des douleurs bien plus graves. Mais si vous voulez, pour notre système nerveux, notre douleur la plus grande, c'est la même intensité que... Voilà. C'est ça. Et du coup, moi, je pensais que je devais vivre ça jusqu'à la fin de ma vie. J'étais persuadée que c'est un truc que j'avais hérité. Je me disais, mon cerveau fonctionne pas bien et ça va rester comme ça. J'avais aucune idée que notre cerveau était aussi malléable que... Aujourd'hui, on parle beaucoup de neuroplasticité, mais c'est récent. En 1995, tu demandes aux personnes, est-ce que vous pensez que votre intelligence est fixe ou tu peux la travailler? Oui, ouais. 95% des gens te répondent, elle est fixe. Et moi, à l'âge de 30 ans, donc là, on est plutôt dans les années 2000 et quelques, à l'âge de 30 ans, je ne savais pas que notre cerveau peut être travaillé. Même si j'étais scientifique, moi je travaillais sur le système immunitaire, je ne savais pas qu'on avait autant de pouvoir sur notre cerveau. Donc la première des cases que je devais ouvrir, c'est possible. C'est possible de lâcher des schémas, c'est possible pour moi de ne pas être timide. Mais c'était un énorme pas. C'est ça. C'est un énorme pas. C'est possible de dépasser ce qui nous fait le plus mal et c'est possible de dépasser... ce qui nous limite le plus finalement. En réalité, pour notre cerveau, tout est possible. Et du point de vue scientifique, la réussite est un apprentissage. Et notre cerveau peut tout apprendre si on a la bonne stratégie d'apprentissage. Donc derrière nos réussites, c'est est-ce que j'ai la bonne attitude pour apprendre? Déjà, est-ce que je suis
quelqu'un qui est ouvert à l'apprentissage. Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui est prêt à se remettre en question, à écouter et à chercher l'information? Encore une fois. Exactement. Et deuxièmement, est-ce que j'ai la bonne stratégie? Parce que des fois, on apprend, on tourne les choses, mais on est coincé dans la même erreur. Donc, il nous faut du feedback à un moment donné. Il faut que quelqu'un nous dise, tu peux avancer sur ce point-là, de pointer de doigt un seul point sur lequel il faut avancer. Avec une bonne méthode et avec un état d'esprit d'ouverture. L'environnement, encore une fois. Hein. Mm-hmm. Non, mais tu sais, moi, j'ai eu une réflexion récemment, vu que je suis très active sur les réseaux, où j'ai eu un écœurement, tu vois, tu ouvres et puis en fait, tu as des experts de tout le temps et les gens savent tout. Et ça m'a rappelé cette thérapeute Esther Perel que j'adore et qui dit non mais moi, je traverse les mêmes the same shit, elle disait, les mêmes choses que vous. Je suis très forte dans mon travail, mais moi aussi je traverse ça et du coup j'ai mes angles morts et du coup moi aussi j'ai besoin de soutien et moi aussi je fais appel. Et j'ai vachement plus, enfin moi je suis beaucoup plus touchée par des personnes aussi brillantes soient-elles, qui ont cette humilité et qui sont pas finalement ce qu'on retrouve dans les réseaux. Tu vois, finalement, faites ci, faites ça, des experts de tout. Et finalement, si tu creuses un peu la vie derrière, bah, ils ont aussi les challenges. Et des fois, je trouve que ramener un peu plus d'humilité dans nos vies et d'humilité, bah, ça ouvre des portes et ça fait juste du bien et ça permet, comme tu dis, de se remettre en question. De s'ouvrir à des choses qu'on n'aurait pas faites, de prendre conscience des choses qu'on n'avait pas vues. Et du coup, je te remercie infiniment pour ce message qui est fort et que je pense qu'il faut écouter on repeat à ce moment de l'épisode. Mais tu sais que les gens, ils me le disent, que la plupart du temps, ce qui remonte, ce qui les aide le plus, c'est de voir que je suis sur scène aujourd'hui alors que j'étais vraiment timide à l'époque. De voir l'incarnation de, oui, l'humain est capable de faire ça. C'est pas juste moi, je suis sur scène, je suis la star. Non, mon cerveau, je l'ai travaillé et vous avez le même cerveau. C'est possible pour chacun de nous. Et ça aide beaucoup plus les gens de raconter là où on a eu des difficultés et de justement par quoi on est passé pour les décoincer. Bien sûr. Plutôt que les outils scientifiques, c'est bien, et beaucoup de gens ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, c'est bien, mais si on n'a pas, à la base, s'il n'y a pas cette confiance que c'est possible pour moi, aucun outil va marcher parce que je vais le rejeter. Tu vois, c'est comme si mon système va le rejeter comme un corps étranger. Tu vois, l'épisode portrait de femme que j'ai eu juste avant toi, alors il n'y a pas du tout de science, c'est une expérience de vie. Et ce qui est ressorti aussi, quand j'ai dit qu'est-ce que tu pourrais transmettre pour les femmes qui nous écoutent, pour qu'elles puissent concilier ambition et amour. Et en l'occurrence, Sandrine, elle a été divorcée avec un enfant, maman solo, là où on te dit tu ne retrouveras plus jamais l'amour, etc. Et elle dit, mais croyez en vous. Il faut que vous y croyez. C'est la première étape. Et toi, tu nous dis la même chose avec tout ton savoir scientifique. Mais ça, c'est basique. Tu sais, des fois, je me dis, la vie, elle a l'air tellement complexe. Les choses ont l'air complexes. Mais les solutions, des fois, sont d'un basique. Et on oublie, en fait, perdu dans cette complexité. Et je cite souvent Phobie Philo, parce que je suis une fan de mode, qui dit je ne suis pas une minimaliste, j'aime la simplicité avec impact. Et je trouve que ça résume ce que tu dis. Et Biliana, comment, du coup, tu as concilié ta magnifique carrière et de vivre tes ambitions, ton rêve d'être conférencière avec l'amour? Non, mais tu sais, les chiffres aujourd'hui sont terribles. Hein. C'est soit les chiffres nous disent tu ne peux pas être ambitieuse, avoir une belle carrière et être heureuse en amour. Tu es quelque part vouée à être célibataire ou l'inverse ou renoncer à ton ambition. Donc toi, j'ai la chance de te recevoir et tu as su concilier les deux. Si tu as une petite recette ou une petite clé à nous transmettre. Je commencerai peut-être avec les échecs. Always the same. Moi, je dis souvent que j'ai une trentaine d'années. Donc là, aujourd'hui, j'ai 40 ans. À la fin de cette année, j'ai 40 ans. J'ai une trentaine d'années de vie inconsciente où je ne me connaissais pas assez, je ne savais pas assez me maîtriser, je ne savais pas comment travailler mon cerveau. Donc, je ne savais pas qui j'étais. Je suivais un peu les recettes de la société en essayant d'être heureuse. Dans cette période-là, bien sûr, j'ai eu des relations amoureuses avec des gens de qualité aussi. Sauf que cette manque de connaissance de moi faisait que souvent, je partais à la recherche de la relation pour qu'elle comble quelque chose. Ouais. Je me sentais vide. Pour moi, la relation devait remplir ce vide. Mission impossible pour aucun homme.
sur cette planète pourrait combler un vide de cet ordre-là, parce que c'est un vide qui, c'était juste un manque de conscience de qui j'étais. Donc, plusieurs relations, mais qui se terminaient tôt ou tard, parce qu'il n'y avait pas de... Et puis, je ne savais pas chercher consciemment la personne qui me correspondait, parce que je ne savais pas qui j'étais. Donc, très difficile d'aller... C'est un peu comme chercher à faire correspondre à deux formes. Très difficile, quand tu ne connais pas ta forme, de savoir quelle est la forme qui va correspondre à la tienne. Et donc, ce qui était différent dans la rencontre de mon mari, que j'ai rencontré il y a un peu plus de 7 ans maintenant, et je me souviens clairement, parce que je l'ai rencontré dans un séminaire où il était aussi participant, et je me souviens que avant ce séminaire, je me disais, maintenant, ça faisait 1 an que j'étais célibataire, et je me disais, maintenant, oui, je suis célibataire et j'aime bien ma vie. Mais je me sens suffisamment heureuse et j'ai envie de partager ce bonheur avec quelqu'un. Et c'était la première fois où je partais j'émettais l'intention de trouver quelqu'un. Je me disais, je sens que c'est le moment de trouver quelqu'un parce que je me sens remplie de l'intérieur et j'ai de quoi donner à quelqu'un. Et donc, j'étais dans cette intention de partager mon bonheur. Donc, je rencontre mon mari. Et à ce moment-là, je ne savais pas que c'était mon mari. Moi, je voulais juste développer mon activité professionnelle. J'avais commencé à aimer les choses que je faisais. Je me disais, wow, c'est génial, il faut faire ça pour les gens. Et le premier rendez-vous qu'on se fait, je lui pose la question, c'est quoi ton rêve ? Donc, si tu veux, pour moi, à ce stade-là de mon développement de moi, j'avais compris que pour trouver la bonne personne, il faut que les valeurs correspondent. Donc, moi, je connaissais les miennes. Et je cherchais à plus ou moins ressentir et questionner la personne en face de moi sur ça. Mais je savais qu'il y a un deuxième critère, c'est aussi de faire correspondre nos chemins de vie. Des fois, tu as des personnes, tu les aimes bien parce que vous avez des valeurs similaires. La relation, elle est facile. Mais les chemins de vie sont divergents. Donc, tu ne peux pas être parallèle avec la personne. Et donc là, je pose spontanément la question, c'est quoi ton rêve ? Et il me dit, moi, je rêve d'être conférencier, d'être sur scène et d'inspirer les gens. Et à ce moment-là, moi, je ne lui avais pas dit que je rêvais de ça. Et j'avais honte de lui dire que je rêvais de ça parce que j'étais encore un peu dans... Je commençais à me libérer de ma timidité, mais j'étais encore timide. Hein. Si tu veux, lui, il m'a connue dans l'ancienne version de moi. Il a vu l'actualisation au fur et à mesure. Et je me suis dit, waouh, c'est génial d'être avec quelqu'un qui partage le même rêve que moi. Et en fait, si tu veux, la première motivation, et ça m'a donné énormément d'énergie de travailler sur mon rêve, c'est de me dire, il faut que j'avance vite parce que moi, je rêvais d'être conférencière, mais j'ai pas un talent naturel. Lui, il est plutôt naturellement doué. Il est charismatique, il est devant un public, il embarque tout le monde, il fait vivre des expériences de ouf. Et moi, je me disais, je suis loin de ça. Et donc, ça m'a donné énormément de motivation pour aller travailler, m'exposer à des situations qui étaient très désagréables parce qu'il fallait les dépasser quand même. Le premier atelier, je fais un atelier, il y a 3 personnes. Au bout de 15 minutes, une personne me dit « Excusez-moi, je dois y aller ». Je veux dire, il fallait... L'humilité, j'ai dû la travailler sur le terrain. Et puis, on commence tous à... C'est ça qui est beau. C'est qu'on commence tous à quelque part, hein, from zero. Mm-hmm. Non, mais vraiment, excellent. Et si tu veux, ce qui nous différencie à ce moment-là, c'est que moi, j'avais une énorme confiance dans mon rêve. Et je me disais, c'est possible, je ne sais pas comment. Lui, il avait confiance dans ses capacités, mais il ne pensait pas que c'est un métier dont on peut vivre. Et moi, il y avait une grosse motivation d'abord de lui montrer que le rêve, il est possible, donc de l'incarner, de lui montrer que c'est possible de vivre de ce rêve pour l'aider à croire que c'est possible pour lui aussi. Tu vois, c'était pendant longtemps une vraie motivation et aujourd'hui, ça continue à l'être. Parce que pour moi, on se met dans un couple pour s'aider à se réaliser ensemble. Pour s'élever ensemble. Servir ensemble. Il y a plein de choses que j'apprends de lui. Il y a un transfert de compétences aussi qui se passe, un transfert de croyances. Et il y a des choses qui passent de moi vers lui. Et je pense que c'est là où le match il est optimal. Parce que voilà, lui, il voit la dimension active dans laquelle je suis et ça l'inspire. Moi, je vois la dimension de la posture du conférencier, ça m'inspire chez lui. Et voilà, on est ensemble, on est mieux que chacun séparément. Ah ouais, bon. Merci pour ce partage. Et merci, Biljana, d'avoir cru en toi, réalisé tout ça. Quelque part, qui a montré le chemin. Tu es une inspiration et tu montres un peu le chemin pour y aller. Et un signe
un signe d'espoir pour ceux qui nous regardent et qui ont peut-être des rêves auxquels ils n'osent pas donner vie. Eh bien, regardez peut-être et re-regardez cet épisode et lisez le livre de Biljana dans lequel vous allez trouver plein de clés. Et merci à toi d'avoir été avec nous. Merci infiniment à toi. Et je vais rajouter une petite phrase parce que tu dis croire en soi. Il y a eu plein de moments où j'arrivais pas à croire en moi. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, ce sont des gens autour de moi qui m'ont montré que c'était possible. Des exemples ou des interviews que j'ai vues ou des mentors que j'ai vus en direct. Et en fait, je me suis appuyée sur leur foi pour me dire que c'est possible pour moi aussi. Donc des fois, même si on ne croit pas en soi, on s'appuie sur les gens autour de nous qui peuvent nous inspirer et on trouve la stabilité à l'extérieur de soi jusqu'à ce que la foi devienne instable à l'intérieur de nous. Magnifique, c'est trop beau. Et tu finis sur la foi qui est pour moi le plus beau des cadeaux dans la vie et qui ouvre toutes les portes, même quand on ne sait pas comment. Merci Biljana. Merci à toi. Merci.